Comment peut-on posséder 78% de diamants de la planète, 89% de platine, dont la moitié de la production est utilisée par l'industrie automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% des réserves aurifères et 10% des réserves pétrolifères. Bref, comment peut-on détenir le tiers des réserves mondiales, tous minéraux confondus, et rester le continent le plus pauvre du monde? Qu'est-ce qui peut expliquer cette ineptie, cette incongruité? Et comment en sortir? Pourquoi le pétrole serait une bénédiction pour les pays du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït et autres Qatar, et il serait une malédiction pour le Congo-Brazzaville, pour l'Angola, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour le Nigeria? Soyons sérieux. Prenons la République démocratique du Congo, l'un des plus grands paradoxes de notre continent. Premier producteur mondial de cobalt, avec ses 100 000 tonnes chaque année. Il fournit 70% de ce minerai essentiel dans la fabrication de batteries pour voitures électriques et pour nos milliards de téléphones portables. Premier producteur africain de cuivre, avec plus d'1 500 000 tonnes par an. Le Congo est assurément un scandale géologique, puisque la liste de ces minerais est longue et importante. Diamant, près de 19 millions de carats par an. Or, plus de 40 000 kg par an. Zinc, 7 800 tonnes. J'arrête là l'inventaire parce que, comme le disait l'auteur Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Les superlatifs, pour le dire, sont foison. Scandale géologique, pays béni des dieux. Mais dans le même temps, l'immense majorité de la population dans ce territoire grand comme l'Union européenne, avec cette immense richesse, vit avec moins d'$1 par jour. Prenons la Guinée, un autre scandale géologique. Elle est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoités de la planète, dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la plus grande réserve du monde. À cela s'ajoute, tenez-vous bien, plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. Les réserves potentielles d'or sont estimées à 700 000 tonnes. Diamants, 30 à 40 millions de carats de réserves prouvées, 500 millions de carats de réserves probables. L'or et les quantités indéterminées d'uranium. Mais 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD, qui mesure le niveau de vie des pays. À qui profite cette immense richesse qui laisse les Guinéens dans l'extrême pauvreté? Les mêmes compagnies internationales. Autre exemple de tour de passe-passe réalisé pendant que nos parents croyaient en l'amitié et au concept d'aide. Le Niger et son uranium, où l'État cède en 1968 la principale concession d'Arlit de 375 km² utilisée comme combustible nucléaire dans les centrales nucléaires en France et pour la force de dissuasion nucléaire française. Les autorités nigériennes l'ont donc cédé à l'ancêtre d'Areva pour 75 ans. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle du Niger comme le 3e producteur mondial d'uranium, c'est un peu une vue de l'esprit, dans la mesure où les Nigériens les récupéreront, avec un peu de chance, leur principale mine qu'en 2043. Qui est capable de dire quelle est la part du Gabon dans l'immense réserve qui a fait de lui un émirat pétrolier? Dans les anciens contrats, il avait moins de 20%. C'était le pétrole d'Elf. Regardez ces jeunes qui vivent comme des taupes, qui risquent leur vie chaque jour pour quelques grammes de cobalt. Et regardez cette voiture, ce véhicule électrique considéré comme le nec plus ultra, la Tesla. Sans lui, elle n'existerait pas, quel que soit le talent du créateur. Mais regardez le fossé qui sépare le monde du fabricant de celui du creuseur. Cherchez l'erreur. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. C'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décide céder vos richesses à des entreprises. Qui conseillent, qui vous disent, vous, État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons, gentiment, oui, on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça
à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens, et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite, qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu, comme moi, d'être vivant ce matin et debout, en bonne santé et même malade, glorifiez le Tout-Puissant et célébrez la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Zambé, Nini, donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le, parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. Je vais avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui sont dans des hôpitaux, qui sont morts, qui ont été assassinés. Nous allons nous battre pour que tout ce qui vous est arrivé ne reste pas sans punition. Toutes celles et ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ce qui vous arrive ou ce qui est arrivé à l'un des membres de votre famille ne sera pas impuni. En ce moment, vous avez un procès en cours dont certaines révélations tentent à vouloir dédouaner les personnes, laissant de côté des véritables criminels, d'autres qui sont encore en liberté, d'autres qui sont enfermés. Je dis tout simplement ici, le temps venu, il y a ce qu'on appelle la réouverture des procès. Et je dis à toute personne concernée, quel que soit le procès, que tu sois directement acteur, que tu sois témoin, que tu sois journaliste, un jour, vous serez rappelé à la barre, à venir dire la vérité. Parce que, au vu de ce que vous avez suivi tout à l'heure avec Alain Foucault, et au vu de ce que vous allez suivre, le président Paul Biya, vous allez le retrouver un jour, si vous ne faites pas attention, mort, pas parce qu'il est mort de maladie, mort assassiné dans sa maison, par ceux qui sont autour de lui. La mort programmée par lui-même. Parce que la mort que je ne souhaite pas et que j'appelle le plus tard possible quand Dieu décidera, arrivera à Paul Biya par le bien de ceux qui sont autour de lui. Ce que j'ai appelé la mort programmée de Paul Biya par lui-même. Et il va être assassiné comme Céline Eko, d'après les dires des enquêtes, nous disent qu'elle a assassiné son mari il y a 3-4 semaines. Pourquoi ils le feront? Parce qu'ils ne vont jamais vouloir que la vérité sorte et que toi tu saches ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'on a tué M. Founou. En tuant M. Founou, c'est qu'à la dernière minute, il a commencé à dire que sa femme qui a fui le mariage il y a 45 ans. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Vous allez comprendre pourquoi je vous ramène sur Paul Biya et sur ce que Alain Foucault vient de dire. Et sur ce que Alain Foucault vient de dire. Parce qu'il y a un lien avec la suite de cette publication. Le mari de Céline Eko qu'il a épousé quand elle avait 13 ans. 13. Lui, il en avait 29. Est mort. Mort comment? Kidnappé. Là, il suivait les soins tranquillement, gardé par Céline Eko et ses enfants. Parce que j'ai eu les vidéos, je vais vous les présenter du simulacre que le sous-préfet, le préfet au premier adjoint, le deuxième adjoint sont allés faire là-bas l'autre jour. Hier, en tout cas, je vais vous présenter ça pour comprendre comment Paul Biya va mourir. Parce que les gens comme les Céline Eko, c'est eux qui ont tué Paul Biya avec le faux. Après avoir essayé d'assassiner Chantal Biya, ils ont décidé d'étendre leur comportement avec la seringue. La seringue du mensonge, la seringue de la manipulation, du vol, de la rapine, de l'escroquerie, de la manipulation, de la corruption, de la transmission des maladies, de toutes sortes de choses. On injecte donc Paul Biya avec ça, on injecte les Camerounais avec ça, on injecte les parents, on injecte les maris, tout ça pour le bien. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez trouver Paul Biya mort chez lui à la maison, parce que ceux qui sont autour de lui vont l'assassiner pour que la vérité ne soit pas connue du grand monde. Les conseillers spéciaux, les généraux, les secrétaires généraux, le cabinet civil. Tout le monde est capable de tuer Paul Biya là maintenant pour que la vérité ne sorte pas.
C'est leur but. Et vous allez donc comprendre les conséquences de ce que Alain Foucault venait de dire là au début. Là où ces conséquences-là, ce que ça a produit. Nous sommes riches. Nous avons toutes sortes de richesses. Très riches. Il n'y a aucun Camerounais qui est pauvre. Oui. Matériellement, il n'y en a pas. Il y a des bêtes. Oui. Il y a des Camerounaises et des Camerounais intelligents et sages au même moment. Il y a les Africains intelligents et sages au même moment. Il y a les Africains qui sont intelligents et qui ne sont pas sages. Il y a les Africains qui sont sages et qui ne sont pas intelligents. Il y a aussi les Africains et les Camerounais qui n'ont ni l'intelligence ni la sagesse. Alors nous sommes tous des apprenants. Mais Dieu a décidé de nous doter de toutes sortes de richesses matérielles pour régler le problème, le manque de tout être humain vivant sur cette terre. Et il a nommé le peuple noir, le peuple camerounais, comme garant de ce qu'il a donné. Et vous allez donc comprendre dans la publication qui suit ce qui est la cause de cette pauvreté apparente que les Occidentaux, certains pays occidentaux et certains Occidentaux utilisent pour nous rappeler régulièrement que nous sommes pauvres. Mais nous sommes riches. Donc, quand vous écoutez le récit de Alain Foucault, et vous allez suivre la suite de cette publication, chacun d'entre vous va donc comprendre de quoi est-ce qu'il est question. C'est pour cela que chaque fois que je me lève le matin, chaque matin, je dois remercier Ntizama, je dois remercier les parents, je dois remercier les parents au sens large du terme, parce qu'il y a des parents, nous avons grandi, moi je suis un enfant du quartier, je ne suis pas un enfant de la maison, je suis un enfant, je suis né, j'ai grandi dans la rue, dans des maisons voisines, dans la rue avec d'autres compatriotes, les Binelli, les Camdem, les Lengonon, les Bion, et tous ces gens dans le même quartier, nous étions tous confondus là. Donc on mangeait partout, ce n'est pas comme aujourd'hui où un Boutman Bamileke s'assoit quelque part et dit allez empoisonner les Bétis, ou un Mazembeman Béti dit que non, allez empoisonner, tuer les Bamileke. Non, nous n'avons pas connu ça à une certaine époque, nous avons vécu normalement. Donc quand je me lève dans le matin, je remercie Ntizama, je remercie mes parents biologiques, je remercie mes parents plus larges parce que je suis un enfant qui, j'ai grandi de main en main avec mes amis, mes camarades, de tout bon, avec des parents que tu rencontres comme ça. Le manque de respect n'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Quand tu croisais un père avec un sac, en train de rentrer du marché, ou la maman, tu portes son sac, même s'il est à 5 km, c'est un papa du quartier, tu vas l'accompagner jusqu'à la maison. Parfois, maman manque de l'eau, ses enfants ne sont pas là, ils sont avec eux. Tu vas puiser de l'eau à cette maman au quartier. On faisait des travaux du quartier, c'est-à-dire qu'on se retrouvait comme ça le matin, on ferme la route, on nettoie le quartier. On faisait ça chez nous. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, je remercie donc tous ces parents-là et je me remercie moi-même. Je me remercie moi-même. Parce que il y a des enfants parmi nous là, et parmi vous, même dans toutes nos familles, on trouvera toujours un qui a bénéficié de toutes sortes d'avantages. Le père a tout donné. Comme chez Céline Eko, le papa a tout donné. Céline Eko a fui le mariage. Elle a fait 45 ans dehors. Avec un acte de mariage dans sa poche. Elle est allée au quartier, épouser quelqu'un d'autre et faire des enfants là-bas. 45 ans. Acte en poche. Et bamba, la prostitution. Elle quitte le foyer. Elle va épouser quelqu'un d'autre et faire des enfants dehors. Pendant ce temps, M. Fono est resté. Il a trouvé une autre femme. Il vit avec elle. Ils ont fait des enfants, 6 enfants. Ils sont allés à l'école. Il a construit des maisons. Il a acheté des maisons. La voleuse et la maboya qu'on appelle Céline Eko, elle a passé dans son temps à voler des biens avec ses enfants qui n'ont rien fait dans la vie, à falsifier. Quand il a fini de brûler et de voler ce qu'elle a, parce que vous gardez le train de vie de la Fecafoot, ressemblait à Chantal Bia. Elle veut donc garder ce train de vie là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient dans la maison que vous voyez là, où son fils qui a la calvétie là est en train de vociférer. Un bandit de la pire espèce. Il vocifère, il vient revendiquer les biens que sa maman aurait pu construire avec leur papa
alors qu'elle a fui le mariage. Elle veut venir chasser dans la maison la femme qui a tout travaillé avec son mari. Et lever l'immeuble que vous voyez à Bonanjola. Comme elle a tué le mari, il faut qu'elle vienne faire le deuil dans cette maison-là. Parce qu'une autre femme est restée dans la maison 45 ans. Elle n'était pas là. Elle vient revendiquer les biens. Et vous voyez que les corrompus, préfets, sous-préfets de Douala viennent là avec les gendarmes pour venir intimider la femme de sortir de la maison. C'est-à-dire, vous comprenez là où je veux en venir avec cette histoire de Paul Biya et ce que vient de dire Alain Foucault et ce que vous allez suivre dans cette histoire. Les enfants des riches qui entrent dans toutes les écoles, parfois sans niveau. Parce que quand ils échouent, il faut venir s'agripper quelque part, voler et tuer. Quand je vous prends l'exemple de Fognon, qui est en ce moment à la morgue, et je vous prends l'exemple de Céline Eko, c'est pour vous ramener chez Paul Biya que vous allez un jour retrouver mort. Parce que les enfants qu'il a pris autour de lui sont des véritables bandits pour la plupart, à 90%. La plupart des membres du gouvernement, directeurs généraux, maires, sous-préfets, gouverneurs, tout ce que vous pouvez imaginer là sont des bandits et des criminels à col blanc. C'est Paul Biya qui le dit. Des bandits et des criminels à col blanc. Finiront non pas tuer Paul Biya parce qu'ils ont déjà fait de lui otage d'un clan que lui-même il a constitué. Et ce clan-là a fait de Paul Biya otage de son propre clan. Et ce clan-là a fait des Camerounais prisonniers d'un système qui a été mis sur place par Paul Biya lui-même. Alors, je vous dis tous les jours, battons-nous pour sauver Paul Biya en tant que père, parce que président, vraiment, pour moi, je n'ai absolument rien à cirer. C'est une fonction. On peut même tuer la fonction. On peut vivre sans président. Il y a des gens qui vivent avec des rois, des princes, des gens qui vivent avec une présidence tournante. Vraiment, ça ne sert à rien. Mais battons-nous pour que les humiliations que certains ont vécues, ou des humiliations que lui-même il a fait vivre à d'autres, ne se répètent pas chez nous. Ça ne nous honore pas. C'est ça mon problème. Je condamne cette administration. Alors nous allons donc nous attaquer à ceux qui sont autour, qui ne veulent pas que la vérité se sache. Exactement comme Céline Eko, que vous avez vu. Je vais vous présenter toute la vidéo dans les prochaines publications, parce que ce n'est pas l'objet. J'ai pris ça en image pour vous démontrer, donner en dessin ce qui arrive au Cameroun et ce qui continue d'arriver au Cameroun si rien n'est fait. C'est-à-dire des enfants qui ont raté leur vie viennent s'attaquer au bien que leur papa est allé construire ailleurs. Ils ont eu le même niveau d'avantage, le même niveau d'éducation, le même niveau de financement. Tout ce que M. Fognon a bâti dans le sud a été volé par Céline Eko. Tout. Jusqu'à Libreville, elle a tout volé. Cette femme-là a un vol dans le sang depuis l'âge de 13 ans. Donc, quand elle arrive dans des réunions, elle vous dit qu'elle a aidé M. Fognon, elle a porté des casiers, elle a poussé les brouettes, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle aurait pu prendre beaucoup de temps pour élever ses enfants que de perdre beaucoup de temps à vouloir tuer Chantal Biya. Elle veut toujours tuer ceux qui ont réussi, alors qu'elle avait tout pour réussir, une voleuse. C'est ce que nous sommes, nous les petits Nanga. Là, ceux qui sont au pouvoir, il ne faut pas que ceux qui sont pauvres comme moi se sentent concernés. La plupart des pauvres matériellement, on les retrouve dans le sud et le centre. Et ceux qui profitent aussi de cette pauvreté, ce sont mes frères de l'Ouest qui sont aussi pauvres. Donc, nous nous battons alors que nous sommes tous dans le même sac. C'est ça le problème. Alors, pour mieux vous expliquer de quoi je parle ici, je vais vous inviter à regarder l'une des émissions que j'apprécie beaucoup parce que je vous rappelle que le gars qui présente cette émission, Pafa ici, était, il y a quelques années, comme certains que vous connaissez, provocateur. Il insultait à tout va. Et non, pour un rien, pour un oui, pour un non, ça sortait, ça tirait à balle réelle. Mais depuis qu'il a quitté un certain castre, un certain groupe, il a décidé d'être journaliste. Il est sorti du cadre du mazembéisme, you know, du cadre de la médisance, du mensonge, de la manipulation. Il est devenu un journaliste. Certains l'appellent sur ce plateau sac de journaliste. Une façon de dire l'un des meilleurs. Ils sont comme ça, you know, les Serge Odou, you know, ils sont comme ça, les Boubangomna. Ils sont pas nombreux. You know, c'est des gars comme les gens de Notagny. Ils ne sont pas nombreux. Donc,
Vous allez écouter ce qui se dit dans cette émission. Et vous allez vous reconnaître dans ce que je vous dis ici depuis 30 ans. Parler, bavarder, dénoncer. C'est pour ça que je peux passer parfois une semaine sans publier, parce que je sais que j'ai tellement formé des jeunes, des Camerounaises et des Camerounais intelligents et intelligentes, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette capacité-là de reproduire ce qui leur a été donné par les parents. Parce qu'il faut être mentalement fort pour être capable d'être réceptif des valeurs traditionnelles, des valeurs éducationnelles, des valeurs culturelles, de tout ce que tu as appris, nos traditions, et de tout ce que tu as appris partout. Faire le discernement dans un seul corps, dans une seule tête. Celle-là qui produit les ordinateurs, ce n'est pas facile. Donc c'est un de nos enfants qui sont des ingénieurs et qui ont gardé les bonnes valeurs. De temps en temps, quand vous rencontrez un, vous vous mettez au garde-vous, vous saluez. Ce n'est pas lui que vous saluez d'abord, vous saluez de par sa présence ses parents, sa mère, son père. Je vous rappelle tous les jours que le père n'est pas seulement celui qui t'a enfanté ou la mère, non. C'est celui qui a eu la capacité de te transmettre les valeurs des humains, les valeurs culturelles, traditionnelles, éducationnelles, et que tu as su les entretenir et à ton tour maintenant de les retransmettre. Je vous invite donc attentivement d'écouter ce débat, il ne va pas être très long. Écoutez attentivement et nous allons y revenir par la suite. Écoutez et regardez. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Bernard Ouona, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je soutiens le président Biya et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM. Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itougwe-TKC, puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Hein. Non, le vote est passé. Le vote est passé. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait personnellement que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça va passer bien, ça passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 h du matin, quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Parfois ici. Vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement
parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Aïdjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par une petite anecdote ici. Et en 2013-2014, il y a un ministre de la fonction publique, président du conseil d'administration de l'ENAM, dont le fils a échoué le concours à l'ENAM. Ah bon? Un ministre, c'est un grand ministre, il n'est plus en fonction. Un grand ministre, il est de l'Est. Il a refusé que son fils soit admis à l'ENAM au bénéfice des enfants qui avaient de bonnes moyennes, de bonnes notes. Et ce ministre-là, il écrit régulièrement, c'est un grand magistrat. Oui, je le connais. Il est là. Il faut dire des choses comme ça pour que ceux qui sont en fonction apprennent à nous respecter. On ne peut plus continuer comme ça dans ce pays. On a frôlé la catastrophe après l'élection présidentielle. Il faut que ceux qui ont le pouvoir dans ce pays sachent que ça ne peut plus continuer comme ça. Olivier Toundinga, j'ai failli dire que c'est une chance que nous avons ce matin. Hein. Ah oui. Vous êtes le président national de la Jachabi. Alors, nous avons des cas où toute une école, pour ne prendre que celle-là, l'ENAM finalement est confisquée. Hier, j'ai discuté avec des amis qui m'ont donné des sommes faramineuses par moment pour entrer à l'ENAM. Bon, moi, je me disais que c'était un scénario de film. Hein. On me dit que non, il faut donner 30 millions, 40 millions. J'ai dit, attends, il me dit pour une place, 30 millions. Moi, j'ai dit non, il raconte des balivernes. Mais à côté, quelqu'un venait me dire à l'oreille, parfois ici, tais-toi, tu ne sais pas de quoi il est question. Alors, si on doit donner 30 millions, pour entrer dans une école de formation, dans un pays pauvre et très endetté, est-ce que le président de la République n'avait donc pas raison lorsqu'il parlait de frustration le 6 novembre à l'Assemblée nationale? Bien, parfait. Ici, j'espère que ce n'est pas une colle. Je voudrais tout simplement dire que je sais qu'Info TV est une chaîne très très sérieuse. Ouais. Et reçoit régulièrement des personnalités sérieuses. Je voudrais dire que nous sommes sérieux autour de cette table. Alors, je pense que si nous sommes dans la dynamique de l'apaisement, oui, il y a certains sujets que nous devrons aborder avec beaucoup de tact et de subtilité. Ah, vous nous faites une petite leçon en direct? Non, non, du tout. Je voudrais tout simplement le faire savoir. Qu'est-ce que vous appelez tact et subtilité? Parce que le dire tel qu'il s'est dit, c'est péremptoire. Qu'est-ce qui est péremptoire? Toutes ces déclarations... La liste est fausse? Non, la liste, qu'elle soit fausse ou pas. Mon problème, c'est d'être sûr que ce que nous disons est fondé. Est-ce que la liste je vais aller sur la base des chiffres. L'école, l'ENAM a ouvert un concours. Je n'ai pas pris soin de parcourir la liste définitive pour comprendre exactement l'effectif qui a été... Moi, j'ai ça ici avec les... L'effectif, c'est combien? Je n'ai pas terminé. L'effectif, c'est combien? Je prends un exemple. S'il y a 200 admis et qui est dit non, qui sont des noms des enfants des plus nantis. Voilà, vous n'avez pas les chiffres, mais il fait déjà des... S'il vous plaît, s'il y a 200 noms, sur les 200 admis, et que 10% soient les noms des enfants des plus nantis, tel que vous êtes en train de le dire, est-ce à dire qu'il y a eu de l'injustice? Première question. Deuxième question, est-ce que les enfants des nantis ne font pas l'école? Ils ne sont pas aussi brillants que les enfants des
des moins nantis. Je vais rapidement prendre le peuple camerounais qui nous regarde à témoin. Et ça tombe bien que M. Tundi soit de la Jachabi. Il faut bien préciser et définir pour la gouverne de ceux qui nous regardent que la Jachabi, c'est une association qui soutient la première dame Chantal Biya. Alors, donc je voulais dire également que M. le Président de la République lui-même est fils de paysans. Tout à fait. Son père était catéchiste. Tout à fait. Donc, le dire ici, Monsieur Tundi, je vous ai dit, si vous m'avez bien suivi, que je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai pris les listes des candidats admis à l'ENAM, tous cycles confondus. Je vous assure que il n'y a pas de confusion ni d'amalgame. Non, on n'est pas dans la spéculation ou la supputation. Nous avons les résultats de l'ENAM. Et ces résultats nous disent que à chaque admis, il y a un papa qui est ministre. À chaque admis, il y a un directeur général. À chaque admis, il y a un député. À chaque admis, il y a un grand opérateur économique. Nous devons le dire. Vous avez bien fait de mentionner que Info TV et ce programme sont des choses, c'est sérieux. Et comme on est donc sérieux, je vous dis, en professionnel, en journaliste, que j'ai pris tout le temps à 3 heures du matin de décrypter, de comprendre. Et j'ai les noms des ministres là, j'ai les noms des députés, j'ai les noms des directeurs généraux et leurs enfants. À chaque nom, il y a un ministre ou une ministre ou un député ou un opérateur économique. Une autre parenthèse aussi, parfois ici, à l'ENAM, il y a eu un grand problème là, il y a 2 ans, où le plus riche du Cameroun et même le plus riche en Afrique noire au sud du Sahara. L'affaire a éclaté au grand jour. Il a donné des sommes faramineuses pour que ces 4 enfants entrent à l'ENAM. Malheureusement, ces 4 enfants ont échoué et il a demandé au directeur de renvoyer son argent. C'était des millions et des millions et des millions. Est-ce que M. Tundi est Tundi, vous savez même à qui vous avez affaire sur ce plateau? Moi, je ne parle que des choses que je maîtrise. Moi, je ne parle pas des choses qu'on raconte dans les films. Mon cher ami, c'est pas... Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand opérateur économique. Ce n'est pas mon monologue. Attends, M. Tundi, on va doucement. Vous êtes quand même au courant de cette affaire avec le grand opérateur les réseaux sociaux en parlent, tout le monde en parle. Et vous croyez que c'est un film? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est fondé ce qui a été dit? Ah bon, vous avez une preuve? Non. Bien, vous avez donc écouté attentivement ce débat. J'ai juste pris 10 minutes pour échanger avec vous, afin que chacun comprenne l'essence de ce qui a été dit au départ. Vous voyez, les conséquences. Voilà ça. C'est de là où ça part. Des mauvaises personnes à des places importantes et bonnes, mais qui ne peuvent pas gérer, qui ne peuvent pas manager. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. C'est-à-dire une école où on trouve tout simplement les enfants de ceux qui ont l'argent. Et le paradoxe important, quand je vous disais ici, ne sortez pas. Tous ces enfants-là, vous n'avez vu aucun dans la rue. Aucun n'a son nom sur la liste des morts. Aucun n'a son nom sur la liste des prisonniers, de ceux qui sont en cellule. Aucun n'a son nom dans une prison à Douala, à Yaoundé, en Djombe, en Konsama ou au Grand Nord. Aucun n'a son nom dans une prison. Aucun n'a dans son palmarès avoir manifesté pour dénoncer quelque chose. Alors vous comprenez pourquoi ces gens-là ne veulent pas et ne veulent pas partir. Parce que il faut transmettre, léguer l'imposture de génération en génération. Je vais ici saluer, déjà parfait à ici, saluer les intervenants, pour la plupart d'entre eux, mais surtout saluer mon grand frère journaliste qui vient de parler, qui nous a raconté son histoire. Il s'est levé tard au petit matin pour parler avec sa fille. Il a dit, donner un coup de gueule important. Mais ce qu'il a dit, Paul Biya lui-même l'a déjà dénoncé plusieurs fois. Cette imposture. Nous sommes là le 10 février, je ne me rappelle plus de l'année. Le président dit, je sais que beaucoup d'entre vous se battent pour obtenir le matricule à la fonction publique. Dès qu'ils ont le matricule, ils vont rester au quartier et perçoivent de l'argent à ne rien faire. L'exemple à ne pas reproduire, l'exemple à ne pas faire. Le président a dit ça. Il sait. Le président sait. Quand il parlait des bandits à col blanc. Le président sait. Quand il dit, j'ai donné des instructions. Qu'on élève le combat contre les prévaricateurs. Il a dit ça à l'époque
Charles Ndongo était encore un journaliste normal. Il n'était pas comme aujourd'hui à la botte, il a dicté comme ça. Il était encore journaliste, il se posait les bonnes questions. Le président lui a dit ça, écoutez. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien, je vais toujours vous rappeler cet endroit-là régulièrement, parce que c'est important de vous dire que le président connaît tout ce que vous dites là et tout ce que nous disons. Mais il n'a pas cette pointe, un homme de décision, un homme qui prend les décisions. Il veut agir pensant qu'il est le maître du temps. Il n'est pas maître du temps. Le président ne peut pas, il ne peut plus, et même s'il avait l'intention, même s'il avait la volonté, il ne peut plus rien faire. C'est ce que je vous dis ici. Il est otage de ce que lui-même il a produit. De tous ces gens, il est devenu otage et qui ont fait du Cameroun et des Camerounaises et des Camerounais prisonniers d'un système. Vous avez suivi celui qui vous parle, ou c'est Jacobi, ou c'est Jakalabi, c'est pas, il y a un autre qui a dit qu'il est Jakalabi. Voilà donc comment on a passé le temps à raconter des histoires à Paul Biya. L'association des amis de Paul Biya, ou l'association des amis, des supporters ou des supportrices de Chantal Biya. Il y a l'association des homonymes de Paul et Chantal Biya. Et régulièrement, chaque année, cette association-là écrit une lettre au président pour demander les marchés. L'association des homonymes du président. Vous avez l'association des homonymes des enfants du président. Vous avez l'association des gens qui sont nés le même jour que le président. Vous avez l'association des gens qui sont nés le même jour que son épouse. Et qui demandent régulièrement des marchés. Hein. Voilà, c'est un prétexte pour dire, voilà, nous sommes l'association de... Nous souhaitons avoir des marchés, et des marchés qui ne seront jamais livrés. Ça nous conduit donc à ce que vous venez de voir là. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas être policier parce que son père est policier. Ça ne veut pas dire qu'un enfant ne peut pas être président parce que son père est président. Un enfant peut bien suivre J'ai connu au Cameroun, il y a une famille, le père est médecin et tous les enfants sont médecins. Il faut que je vous retrouve cette famille-là. Le père médecin, la mère médecin, les enfants médecins. Ils ont 3 ou 4 enfants ou plus. Tous sont des médecins. Des généralistes, des chirurgiens, des orthopédistes. Ils sont tous là-dedans. Toute une famille. Ils ont passé leur temps dans leur vie à dire nous allons soigner les personnes. Pourquoi un enfant de ministre ne peut pas être fonctionnaire, passer les NAM, devenir... pourquoi l'enfant d'un colonel ne peut pas? Pourquoi ça fait problème? Ça fait problème parce que ces enfants-là ne suivent pas le même cursus que tout le monde. Le trafic d'influence, c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Ceux qui soutiennent Paul Biya, ceux qui soutiennent les membres du gouvernement ou ceux qui soutiennent dans l'opposition, les enfants pauvres matériellement, parce que nous sommes, moi je ne suis pas pauvre, il ne faut pas que j'insulte Dieu, non. Je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Dieu a fait de moi l'un des Camerounais, l'un des Africains les plus riches de la planète. Je ne suis pas pauvre. Matériellement, moins nanti, oui, nous le sommes pour la plupart. Humainement riche, nous le sommes pour la plupart. Spirituellement riche, nous le sommes pour la plupart. Donc, ceux qui sont matériellement moins nantis sont privés des postes, sont privés alors qu'ils sont plus intelligents que ceux que vous avez entendus là. Aujourd'hui, dans la diaspora camerounaise aux États-Unis, peut-être vous n'êtes pas au courant. La plupart des Camerounais qui ont réussi ici aux États-Unis, en France, en Allemagne, un peu partout, sont les enfants des parents matériellement moins nantis, humainement riches et spirituellement très riches, qui ont hypothéqué les terres, qui ont hypothéqué les biens, qui se sont endettés dans les tontines et les cotisations pour que les enfants aillent fréquenter. Mais ceux que vous avez suivi les listes là, ce sont les enfants d'Issa Chiroma. Vous avez suivi la fille d'Issa Chiroma au Maroc. Vous les avez suivis ici. Vous avez suivi les enfants de Luc-Paul Motazi ici. Sa fille est ici, elle est mariée à un Bamélike. Ils sont nombreux comme ça ici, les enfants des généraux. C'était les enfants des généraux, Tato James. L'un de ses fils est allé en prison pour avoir braqué une banque.
L'enfant de tout un général, señorita Ombrosito, peste de mi coquette à l'ambique, mañana pour la mañana. L'enfant de tout un général rentre en complicité, braque une banque, finit sa vie en prison. Pendant ce temps, l'enfant des vendeuses de beignets, maman vendeuse de tomates, papa menuisier, papa cordonnier, papa chauffeur, papa transporteur, papa commerçant, ce sont eux qui vont à l'école. Et maintenant, quand ils réussissent, il faut maintenant travailler au Cameroun. Voici ce qu'on leur demande. Écoutez et regardez. Cette promo canapé qui me coûte ma tranquillité aujourd'hui. Oui, je suis passée par une promotion canapé. C'était le choix à faire quand j'étais encore jeune, si je voulais avoir un travail de cadre dans une entreprise. Et ça n'a pas été difficile pour moi de le faire parce que les commentaires dans les chaumières laissaient entendre que pour évoluer, il fallait absolument ou nécessairement passer par des connaissances. Alors oui, je me suis laissée emporter. Écoutez cette histoire. Alors Chérèle, je suis une jeune fille aujourd'hui de 36 ans. J'ai eu des propositions indécentes quand j'en avais 25. À la fin de mon master 2 en télécommunication, j'ai eu l'opportunité d'être recrutée dans une entreprise de la place. Heureusement ou malheureusement pour moi, mais je dirais malheureusement pour moi, le directeur a flashé sur moi, faire des choses pas bien pour avoir le poste. Oui, parce que je n'étais pas la plus compétente. Je dirais qu'on était même nombreuses à avoir une certaine compétence et donc la concurrence était rude. J'ai voulu me donner une chance. J'ai tenté. Je suis sortie avec mon directeur, un homme beau, grand de taille, intelligent, tout ce que vous pouvez vouloir d'un homme. Alors, au bout de 2 ans, j'ai commencé à gravir les échelons. Aujourd'hui, je ne nie pas que je suis une femme accomplie, mais je souffre en moi. J'ai une telle souffrance que je n'arrive plus à garder cela. C'est pourquoi je vous contacte et j'essaye de me confier. Je ne souhaite pas être jugée. Je veux juste que mon histoire sensibilise les jeunes. Oui, c'est vrai, c'est dur, c'est compliqué. Mais vous pouvez y arriver sans passer par la promotion canapé. Car croyez-moi, dans cette promotion-là, il ne s'agit pas que d'obtenir un travail. C'est plus que ça. Parce que j'ai sacrifié ma santé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de donner la vie. Je ne savais pas que mon directeur enlevait quelque chose en moi pour pouvoir me donner ce travail dont j'avais besoin pour élever toute ma famille. J'en souffre aujourd'hui. J'ai des regrets, mais je n'y peux rien. Souffrez autant que vous voulez. Mais ne vendez pas votre âme au diable. Mon directeur, non seulement il m'a filé une maladie, mais plus tard je me suis rendu compte qu'en fait j'ai signé le pacte avec le diable. Et aujourd'hui, je ne peux ni me marier, je ne peux pas donner la vie. Pourtant, je suis financièrement stable. À un moment donné de ma vie, j'ai voulu ne pas tendre la main à ma famille parce que je savais que je m'étais sacrifiée. Je me suis dit, pourquoi ne pas tendre la main à la famille si je me suis sacrifiée pour cette famille? Les gens disent parfois, on est bien placé, on ne tend pas la main à la famille. Mais c'est parce que parfois, on voit ce qu'on a sacrifié et on se demande, est-ce que les gens sauront être reconnaissants pour le sacrifice que nous avons fait? J'ai envie d'interpeller les jeunes filles. Tout ce que vous voyez briller là dehors n'est pas de l'or. Vous êtes nombreuses dans ma situation à avoir vendu votre âme au diable pour la gloire. Mais je vous le dis, pour celles qui sont encore sauvables, sauvez-vous.
Vendez même avec les plateaux sur la tête. Mais faites l'effort de ne pas être redevable envers qui que ce soit. Parce que croyez-moi, vous allez le payer. Oui, vous paierez le lourd tribut de votre échange. Et vous êtes loin d'imaginer qu'est-ce qui vous attend. J'ai voulu juste me décharger et je ne demande pas de conseils. J'ai juste voulu me décharger pour pouvoir sensibiliser autant que faire se peut. Ils sont dehors, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures. Mais alors, ils sont des prédateurs. Faites attention. Ferdinand Ngongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Ngongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Ngongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Ngongo. Ta mort est proche. Ordure. Bien, promotion canapé. Voilà ce qu'on leur demande. Et ça a aussi des conséquences. Ça a entraîné tout ce que vous pouvez imaginer. Les maladies, les sectes, la vente d'organes, le trafic de sperme. Tout ça, Charles Tébé en a parlé jusqu'à... Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal, Triévenal, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Yes. On se retrouve donc l'année dernière, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans son département ministériel, recrutement, il a chassé 1000 personnes, faux diplôme. Faux diplôme. Dans son département ministériel,
Il a chassé 1000. Et là, ce n'était que... c'est la gnognotte. Je vous dis, je suis capable, moi, si le ministre me sollicite, de donner au président la liste de au moins 3000 officiers camerounais faux. Faux diplôme, faux concours, faux parcours. Au moins 3000 officiers, sous-officiers dans l'armée camerounaise. Faux diplôme universitaire. Ils sont là-bas à l'intérieur. Pourquoi le ministre ne peut pas? Le ministre Betty à ce moment ne peut pas parce que c'est un système qu'il a trouvé. Et c'est un système qui fonctionne comme vous avez vu là tout à l'heure. Les enfants d'eux, les enfants d'eux, les enfants d'eux. J'ai la liste. La prochaine publication, je vais vous lire toute la liste, les noms. Parce que le père là, le frère de compatriote journaliste n'a pas voulu donner la liste. Tu sais que ces gens-là aussi, il faut se protéger. La liste est là. Il n'y a aucun général au Cameroun. Il n'y en a pas. Même ceux qui sont morts. Qui n'a pas au moins 15 enfants dans l'armée. Ces enfants directs, famille atomique et la famille plus élargie, y compris des amis. Souvenez-vous qu'un général camerounais a été accusé par le maire de ça d'avoir pris son argent pour mettre ses enfants à l'école militaire. Un général camerounais. Il est porté général tout récemment. Vous le connaissez très bien. La portée générale. Le maire, un maire de la laitier. Quand je vous dis que ces enfants qui vont courir la route de la Paul Biya, ils insultent les Bamileke insultent les bêtises. Les pauvres qui luttent contre les pauvres pour élever les enfants des riches qui ne servent à rien. Un maire de la laitier a donné l'argent à son propre frère au ministère de la Défense. Pour mettre son frère, les enfants de son frère dans l'armée. Il a payé des millions. Donc, il a demandé que son argent soit remboursé. Et il n'est pas seul. Il y a beaucoup comme ça. Beaucoup. Allez faire un petit tour à l'ART. Là-bas, c'est le Mamefeu. Yongolol, c'est le siège social de Yongolol. 80% là-bas, faux diplôme. Et ce que je vous dis là, Dieu est témoin. Monsieur Fam Ndongo a même reconnu le diplôme de certains dont on ne reconnaît dans plus l'école. Oui, monsieur. Il a reconnu... il y a un papier là qu'on donne. Il y a un papier là qu'on donne. L'équivalence. Les diplômes qui ne sortent de nulle part. Mais Fam Ndongo a donné les équivalences. Ils sont pleins à l'ART. Ça se pose sur la tête du président. C'est des arrangements entre eux ici en bas. Vous les trouverez à l'ART plein. Vous les trouverez à Camtel, là-bas alors. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça. Saluez, passez mon bonjour à Bruno Tagny. Je vous ai dit que Bruno Tagny, ce garçon-là, dans le Cameroun de demain, il faut mentionner le nom de ce garçon. Oui, monsieur. Il y a comme ça Bruno Tagny, il y a Thierry Ngongan. Je vous cite le nom de ces enfants-là parce que c'est des enfants qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Face à eux, des hommes d'État. Et ils n'ont pas hésité de poser des questions qui dérangent pour obtenir des réponses. Camtel, il a eu Madame Sonné. Et il lui a posé des questions. Est-ce que vous avez besoin d'autant de personnes pour travailler dans cette boîte? Madame Sonné, patronne de cette structure, est tombée pamdoum. Même le silence fait le bruit. C'était Jean-Bruno Tagny. Le jour où on va faire l'audit là-bas, je vous assure, vous aurez exactement entre 15 et 10% des gens qui ont des vrais diplômes dans cette maison-là. Et elle est endettée jusqu'ici. Cette maison-là regule les copines des membres du gouvernement, les enfants des membres du gouvernement, les copines des enfants des membres du gouvernement, les copines des copines des copines des femmes des membres du gouvernement, les enfants des copines et des copines des membres du gouvernement sont là-bas à l'ART. Ce comportement-là, vous le trouvez partout au Cameroun. Je suis contre ce que vous appelez régulièrement l'équilibre régional. Faux! L'équilibre régional ne sert à rien. Le Cameroun de demain, les concours vont se faire, les résultats vous les recevez immédiatement.
Si les nordistes sont forts en mathématiques, en commerce, en sécurité, en sciences, on les prend tous. Ils vont servir la République. Si les Bamileke sont forts dans le commerce, en mathématiques, en sciences, en sécurité, en technologie, en whatever, on les prend tous. Ils travaillent. Si les Betibenanga sont forts en sciences, en agriculture, en technologie, en tout ce que vous pouvez imaginer, en sécurité, on les prend tous. Vous gérez le Cameroun. Que ce soit les anglophones ou les francophones, ceux qui sont capables de lever le pays, on prend, on élève le pays. Ce qui a tué le Cameroun que vous voyez là, c'est l'équilibre régional. On prend quelqu'un avec 3 de moyenne qui va aller dans le même gouvernement que quelqu'un qui a eu 18 de moyenne. 3 de moyenne dans le sud, équilibre régional, on va te prendre quelqu'un qui a 18 de moyenne. Non, équilibre régional, vous allez là-bas ensemble. Ou 3 de moyenne à l'ouest, on te met dans le même gouvernement, ou dans la même école avec quelqu'un qui a eu 18 dans le sud, ou 18 au centre, au littoral, ou au nord. C'est-à-dire, c'est ça qui a tué le Cameroun. Et ça nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. L'équilibre régional, le favoritisme, le népotisme, le banditisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, le tribalisme, l'homosexualité comme ce mot. C'est la seringue là qui conduit donc à tout ce que vous voyez là. La conséquence de ce que j'ai dit là, c'est quoi? Comme ces enfants qu'on prend partout sans diplôme ne sont pas à leur place, on est obligé de vendre les parts aux étrangers. Et c'est les étrangers qui font le travail, ceux-ci récupèrent l'argent, et nous sommes donc en train de voir, et non, Eneo a été récupéré. Oui, c'était d'abord la Sonel, on a pris Eneo, il y avait ceci, il y avait cela, c'est Moussa Njoya qui a bien expliqué ça, je vous parlerai de ça dans une prochaine publication. Cameroun et encore Cameroun, c'est pas croyable. Sachez que désormais, vous n'aurez plus là à vous cacher. On va courir avec vous. Vous prenez le virage, on sera ensemble dans le virage. Le 100 mètres, on sera ensemble. C'est pas croyable. Donc, ce sont les Anglais qui ont demandé à partir. Wonderful. Écoutez, hein. Les Camerounais, je vois souvent, malheureusement, dans les vidéos, dans les réseaux sociaux, les gens poursuivent les agents Eneo avec la machette. Ce n'est même pas la faute des Eneo parfois. C'est d'abord et surtout parce que nous avons un système qui n'est pas gouverné comme il faudrait. Gouverner, c'est prévoir. On n'a pas prévu que quand Nachigal devait être fini, il fallait les câbles pour tirer ça jusqu'à Douala. On n'a pas prévu que en donnant la Eneo effectivement à des Anglais, il fallait avoir tel point de contrôle pour s'assurer que la concession qui est censée aller jusqu'en 2031, les voilà qui s'en va avant la fin de la concession. Et on se tape le dos ou le poids à la poitrine en disant qu'on a nationalisé. Nationaliser quoi? On préfère avoir une entreprise qui fonctionne avec des capitaux qui sont posés sur la table pour investir, ou une entreprise qui est nationale mais qui ne sert à rien parce qu'on ne sait pas la gérer. Eneo a quand même 800 milliards de dettes. Ça, c'est le ministre de l'énergie qui le dit lui-même. C'est le même argent, le même quantité d'argent qu'on a dépensé pour construire Nachigal. Hein. Il a fallu 800 milliards de francs pour investir pour construire Nachigal. Ça, c'est le niveau de la dette d'Eneo. Et là où les gens sont en train d'être contents, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas forcément le gouvernement qui a demandé ça. C'est d'abord et surtout les Anglais qui ont commencé à se fâcher. Actis a été traîné en justice ici à Douala en 2019 par Tradex pour 53 milliards de dettes qui n'étaient pas payées. Alors même que le ministre en 2019 avait sorti 13 milliards qu'il a ministre des Finances, qu'il a donné à Eneo pour payer sa dette à Tradex qui fournit du fuel pour les centrales à gaz, à carburant. Et il n'y a que 6 milliards qui sont arrivés chez Actis. On se souvient aussi de l'épisode qui a fait des délestages partant au Cameroun ici pendant 4-5 mois, à partir de fin 2023. C'est parce que Globelec avait dit ça, j'en ai marre de cette dette-là. Il faut que Eneo me paye une partie de 137 milliards de dettes chez Globelec. Ils ont fermé les centrales de gaz de Kribi et de Djibamba. Et on a tous souffert ici. En plus, c'était la fin d'année. Les faits sont passés dans une situation compliquée. Donc, les Camerounais sont conscients de la réalité qu'ils vivent. Ils sont conscients qu'il n'y a pas eu d'amélioration avec la privatisation. Donc, n'essayons pas de les flouer ou de faire croire qu'on renationalise parce que c'est un plan stratégique extraordinaire. Non, on a échoué. On ne fait pas le bilan de ce qui s'est mal passé. On revient simplement à la situation d'il y a 24 ans. Et on va donc continuer dans ce sens-là si on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent. Or, elles sont connues. Elles sont connues. Ce qu'il faut faire, c'est connu. Mais on ne veut pas faire parce qu'on est englué dans cette mauvaise gouvernance dans le système de la gestion des électricités au Cameroun et particulièrement dans ce découpage qui a été fait et qui confie à Eneo cette... c'est comme un cadeau empoisonné. Comment peut-on avoir des administrations publiques qui ne payent pas leur facture à Eneo? Et on veut que Eneo demain paye ses fournisseurs. On est en train de discuter le budget. Le ministre des Finances boucle son budget qu'il va présenter aux députés dans quelques jours. Il va prévoir un budget de fonctionnement pour chacun des ministères et pour toutes les institutions publiques qui sont au Cameroun.
On ne prévoit pas qu'ils doivent payer l'électricité, ces institutions-là. Comment peut-on confier 35 milliards de francs en moyenne à un ministère au Cameroun et on ne prévoit pas qu'ils payent la facture d'électricité à Eneo? Eneo fonctionne comment? Eneo fonctionne comment? 800 milliards là, c'est toujours nous-mêmes qui sommes la cause de cela. Il faut se le dire. Et donc, c'est pas parce qu'on va mettre un Camerounais à la tête. C'est toujours M. Konchunana Kenchouchi qui était le directeur général, hein, avant qu'on ait fait venir les Français, Manjui, et puis le Belge, etc. Sachez désormais que le temps des mensonges bien emballés, c'est terminé. Vous n'aurez plus où vous cacher. Jusqu'où vous allez comprendre que vous ne pouvez plus vous cacher. Parce que là où vous vous cachez, c'est là où nous sommes. Donc, c'est Eneo qui a demandé à partir. Ce sont les Anglais qui avaient ras-le-bol. Donc les gars utilisent l'électricité comme les gars utilisent à Douala l'électricité dans le Mapani ne payent pas. C'est la même chose que les gars utilisent l'électricité dans les ministères, à la présidence, Etienne sera partout. Les gars utilisent le pétrole, ils utilisent tout gratuit. Et en plus, l'argent des impôts du contribuable camerounais, ils se servent encore. Ils vivent gratuit, ils se servent gratuit. Donc on va courir avec vous désormais. Vous prenez le virage, nous sommes ensemble. Vous prenez le 100 mètres, nous sommes ensemble. Vous n'aurez plus là où vous cachez. Mais les gars sont sortis en grande pompe. Oh, on va nationaliser. Mais vous savez déjà que vous nous volez, vous faites ce que vous voulez. Mais ça sert à quoi de venir nous prendre des mensonges? Des mensonges dont vous savez qu'on ne va rien vous faire. Mais pourquoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Mais vous n'avez même pas besoin, vous avez fabriqué les élections. Elles ont été acquises à votre cause, vous avez tout eu. Pourquoi ne pas rester tranquille? On dit souvent que ce soit mieux de se taire que de dire une bêtise qui va faire qu'on a honte à la fin. Mais le ministre sort en grande pompe. On a nationalisé, il dit on a nationalisé et toutes ces choses-là. Il leur a dit qu'on avait déjà trop de dettes. Et Néo, les Anglais en ont marre de nous. Ils ont dit qu'ils n'en peuvent plus. Voilà pourquoi ils nous ont remis notre paquet empoisonné. Vous venez raconter merde, Cameroun. Cameroun. Il y a encore la honte dans ce pays. Vous vous retrouvez donc avec des comportements comme ça. Soyons comme le football. Soyons comme l'équipe nationale de Canabique et Oman-Biik. Soyons comme l'équipe nationale de Thomas Nkono, de Roger Mila, de cette époque-là, d'Alim Boukar. On ne veut pas savoir d'où tu viens. C'est ton rendement qui est important. Si vous êtes des bassards et vous êtes capable de faire la compétition, on vous prend tous. Oman-Biik et Canabique, c'est deux frères, pas voisins, cousins, deux frères, jouent dans la même équipe. Et le résultat était là. Le gouvernement doit être pareil. Si vous êtes les enfants d'une même famille, vous êtes des brillants. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Venez travailler pour l'intérêt de la nation. Venez travailler pour l'intérêt du pays. Venez travailler pour l'intérêt de votre pays. Qui que vous soyez, tout Camerounais a les possibilités de travailler. Chacun dans son domaine respectif, un Cameroun nouveau est possible. J'ai vu une image qui m'avait frappé, la CAN qui a eu lieu au Cameroun. Au cours de cette CAN-là, à l'inauguration, il y a un gars, Arcel, on appelle ce garçon-là Arcel, je pense, Arcel, ou c'est Arcel, ou whatever. Arsène, quelque chose de ce genre. Ce monsieur qui fait partie de ceux qui ont donné le discours d'inauguration, de lancement, la présentation de l'événement devant le président. On te fait comprendre que ce monsieur-là a échoué dans certains examens avec 3 de moyenne. Mais ce monsieur-là vient parler devant le président. Est-ce que vous savez que parler devant le président, c'est le mérite? C'est-à-dire, on prendra le meilleur d'une catégorie. On prendra le meilleur d'une université. On prendra le major d'une école de police. On prendra le major d'une école militaire. On prendra le major de l'ENAM. On prendra un enfant qui a eu le bac avec 14 ou 12 ans. Ou 14 ans. Ou 10 ans même parce qu'il y en a eu ici à 9 ans, il était à l'université. On prend le meilleur pour parler devant le président. Pourquoi? Pour grainer derrière lui ceux qui sont à la traîne. Chaque parent dira il faut que tu sois comme Elvis. Hein? Oh, bah attention. Il faut que tu sois comme Atangana. Le premier mathématicien au monde. C'est un Camerounais. Est-ce que tu sais ça? Oui, c'est un Camerounais. Il faut que tu sois comme lui. Oui, il faut que tu sois comme la première femme générale dans l'armée camerounaise. C'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Parce qu'il n'y en a pas encore eu. On a des généraux qui portent, il est vice-amiral en dormant, en se grattant les couilles au bureau. Comment voulez-vous avoir des exemples? On prend Arsène là, on l'amène devant le président. Il a eu des examens avec 3 de moyenne. Quel exemple voulez-vous?
donner aux jeunes? Quel exemple voulez-vous donner aux autres? L'artiste Longueuil pose la question, qui est l'exemple dans ce pays? Qui a 20 sur 20? Personne. Mais prenez au moins ceux qui ont la moyenne. J'ai vu, je le dis régulièrement, le Camerounais qu'on appelle Vondoassam Bonivan aller au premier ministère avec une lettre en poche, dit à Séraphin Fouda, recruter les enfants qui ont les niveaux. Recruter les enfants qui sont allés à l'école. Il y a les docteurs au chômage. Il y a les docteurs qui traînent. Il y a les filles qui sont dans les bureaux là qui ne servent à rien. Non, ils ne vont pas faire ça. Ils vont prendre le bout. Le bout à lui tout seul va créer des fonctionnaires fictifs. Le bout va créer des fonctionnaires fictifs. Et à lui tout seul, il gagnera chaque mois, à lui tout seul, des milliards et des milliards. Est-ce que vous pensez que le bout est seul? Non. Le bout est dans un système. Mais un jour ou l'autre, vous allez apprendre que le bout est mort. On l'a tué. Parce qu'ils ne veulent pas que les noms de ceux qui ont fait ça sortent. Comme ils ont fait avec l'affaire Glencore. Je vous parle de tout ça. C'est les conséquences des richesses que nous avons. Et nous avons des mauvaises personnes à des postes, à des bons postes qu'ils ne méritent pas. C'est ça qu'on appelle l'imposture. Alors que chaque fois qu'il y a un projet, le projet échoue. La communication du président de la République est faite par les étrangers. Et Néo, c'est les étrangers. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez vendu Cameco aux étrangers. Alors que nous avions à l'époque Cameroun Airlines. Et Cameroun Airlines, vous savez là où Cameroun Airlines était logé? Mes chers amis, vous qui êtes nés hier, là, les nouveaux arrivistes des réseaux sociaux, là, il y a plus de 30 ans, l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, avec ses locaux à l'Opéra. L'image que vous voyez là, c'est à l'Opéra, le boulevard de l'Opéra. Nous étions là, tout un immeuble était camerounais. Les Camerounais étaient habillés là-bas, le blanc et le rouge avec le nœud, propre, élégante. Le bureau du directeur était là, tu étais là, c'est-à-dire qu'on avait notre compagnie. 747. C'est allé où? L'imposture. Les ministres ont fait tomber, chacun vient, un ministre lui tout seul, il doit faire passer 500 kilos sans payer. Parce que toi qui es là, il faut que tu fasses passer les kilos là parce que c'est sur haute instruction. Voilà les conséquences. Les conséquences veulent que notre armée n'est pas commandée par nous-mêmes. On a des généraux de bureau, les généraux de partouze, les généraux qui sont là pour avantager leurs enfants. Mais un Libanais vient s'asseoir au Cameroun, il ouvre les restaurants, il ouvre les bars, il gagne des marchés. Et les Camerounais souffrent. Le Cameroun est entouré, encerclé par des groupes armés, des sécessionnistes, des révolutionnaires, des terroristes. Dans tout ça, nous avons des généraux, des aristocrates dans notre pays, le Cameroun. Alors, pendant que vous êtes dans les réseaux sociaux, envoyez les enfants des autres mourir pour après dire que non, j'ai envoyé un peu d'argent pour enterrer les corps. J'ai envoyé l'argent, je m'appelle Kémonier, je m'appelle Ondoa. J'ai envoyé l'argent à la famille depuis les États-Unis. Je suis solidaire de ceux qui sont en prison. Oui, monsieur. Pendant ce temps, ils n'ont pas besoin de ça. Ils restent à la maison, on vient leur donner le résultat. Ils restent à la maison, on vient leur donner le passeport. Ils restent à la maison, on leur donne un poste. J'ai dit à mon ami Hameni, on discutait hier encore au téléphone, pendant au moins 1 heure de temps. Je lui ai dit, vous les Camerounais de la diaspora, certains d'entre vous, vous ne voulez pas le changement. Il faut faire la différence entre vouloir le pouvoir et vouloir le changement. Il y a une bonne différence. Moi, je veux le changement. Je m'en fous que tu sois Bamileke, que tu sois Béti. Parce que je suis un gars Béti. À quoi est-ce que être Béti m'aurait été un avantage dans ce gouvernement? En quoi est-ce que J-Paul Remengono, qu'est-ce qu'il a bénéficié parce qu'il est un gars Béti? 100%. Il a bénéficié quoi, J-Paul Remengono? C'est l'un des doyens. Il m'a retrouvé en France. Le père de J-Paul Remengono s'appelle Paul Biya. Le père de Patrice Lumumba s'appelle Paul Biya. Je parle dans le sens régional, proximité sociologique. C'est notre papa. Je m'en vais à l'école militaire. La première fois que je rentre dans un avion, c'est Paul Biya qui signe. Je sors de là, je lui dis, papa, ce que j'ai vu là. Et dans ma tille, il y a un petit peu de
Il y a la sorcellerie là dehors, papa. Ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que j'étais le premier à lui dire ça? Non. Eric Tchindje lui avait dit ça. Charles Atebe Yene lui avait dit ça. Bébi Ngota lui avait dit ça. Jules Komkom lui a dit ça. Faure Ndjinda. Oubliez tous les autres. Peut-être vous ne les connaissez pas. Faure Ndjinda. Il est en prison. Vous voyez les conséquences de l'imposture. Faure Ndjinda, le patron du chantier naval, il a pris une société avec moins de 10 employés. Quelques années plus tard, il en a fait 3500 employés. Multipliez ça par le nombre de familles que ces enfants-là font vivre dans leur famille. Vous savez pourquoi il est en prison? Il est en prison à cause de ce que dénonce Alain Foga. Il est en prison à cause des gens qui sont dans les postes, dans les écoles qui ne méritent pas. Lui, il a réformé le chantier naval. Les parts de marché qui venaient, vous savez que la France, c'est l'un des pays au monde qui est là pour réguler. Ils sont doués pour les réformes des bateaux. La France que vous voyez là. Et quand Faure Ndjinda arrive, il réussit à faire du Cameroun une destination touristique de bateaux malades. Une destination de la réforme des bateaux malades. Il leur redonne la santé. Il a fait du chantier naval la clinique, le garage, le parking, la rénovation, l'entreprise de réforme des bateaux de certains pays occidentaux. Non, mais c'est un pays, le pays que vous connaissez, ils ont dit que non, mais attention, le bombe c'est là, c'est un danger. Ils ont activé certaines personnes dans le gouvernement, dans le niveau de la justice. On a inventé un dossier de détournement, ou c'est de 2 milliards, ou c'est de 2 millions. Faure Ndjinda est en prison. Si vous posez la question à quelqu'un, personne ne sait pourquoi ce monsieur est en prison. Et quand ils l'ont envoyé en prison, le chantier naval est tombé. Quand il était là, le chantier naval n'avait aucune dette. Tout le monde était payé, il y avait des primes, il y avait des vacances. Les Camerounais vivaient comme des petits princes au chantier naval. On a tué une intelligence, on a remplacé par les imposteurs que vous voyez là. Alors pendant que vous êtes dans les réseaux sociaux, en train de vous battre au lieu de chercher à comprendre comment faire pour se débarrasser de ce système, vous vous neutralisez entre vous. Bamileke d'un côté, Betty de l'autre. Dès que tu veux dire un mot, non, il a prononcé le mot Bamileke. Non, là, il peste de Mikoketalambiki. Ça, c'est un mot, un nom à ne pas prononcer. Malgré la fille, non, c'est un tribaliste. Oh, il n'aime pas les Bamileke, il n'aime pas ceci, il a dit ci, il a dit ça. Bon, dès que tu dis un mot, tu as prononcé que non, le président de la République aurait pu dire telle chose. Non! Sortez. Appelez-moi cet énergumène. Il a osé parler du président. Chien. La personne qui te parle vit dans la poubelle en plein Yaoundé. N'a pas d'emploi à cause de ce système. Mais va trouver des mots pour défendre le président. Je ne défends pas le président. Et je ne vais jamais défendre le président. Mais je vais toujours protéger la valeur culturelle. Le père Biya, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé ça comme ça. Je n'ai absolument rien à foutre avec cette fonction qui ne nous a rien apporté en 43 ans. Le président Biya, il s'est fait prisonnier tout seul. Il ne connaît pas quoi. Il a demandé des preuves à Eric Tchindje. Moi, je suis venu après Eric Tchindje. Je lui ai donné des preuves. Maintenant, papa, voici des preuves. Son gouvernement m'a traduit dans les tribunaux. Le gouvernement a 9 procès. J'ai gagné tous les 9. Qu'est-ce qui manque au président de prendre des décisions? Il faut chasser ces gens. 99% d'entre eux doivent aller en prison. Poursuivis pour que l'argent rentre et ça donne une leçon aux prochaines générations. Chaque jour, le président va donner les discours. On vit avec des discours. On vit avec des intellectuels qui passent leur temps sur les plateaux de télé à venir discourir. Chacun montre qui parle mieux français que l'autre, peut mieux corriger que l'autre. 43 ans, nous sommes dans les mêmes problèmes. Tout ce qui nous était faisait de nous des valeurs, faisait de nous des enfants orgueilleux. Quand tu marchais avec les épaules comme ça, parce que quand on disait Camerounais, tu étais fier. Parce qu'on avait Camship, on avait Cameroun Airlines, on avait tout ce qu'on pouvait imaginer, des sociétés, des banques. Aujourd'hui, les gens quittent le Cameroun pour aller organiser un conseil d'administration dans des pays étrangers. C'est-à-dire, tu laisses ton pays, tu vas organiser le conseil d'administration dans le pays étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé, ils ont construit, c'est beau, c'est propre, c'est élégant, c'est du luxe. Alors que ces gens-là n'ont pas un quart de notre richesse. L'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces Émirats arabes là,
avec tout le respect que j'ai pour eux, leur richesse n'atteint pas le sous-sol que Dieu nous a donné. Mais ils sont plus riches que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont capitalisé la première richesse humaine que Dieu leur a donnée, le cerveau. C'est ça là-dedans. C'est ça. Ce n'est pas le sous-sol. Et nous, les Camerounais, c'est qui vont manger des caca à Dubaï. Oui, vous avez suivi ça. C'est-à-dire qu'ils vont manger des caca non vitaminés. Tu peux même encore manger des caca au Cameroun parce que là-bas, il y a les caca d'une dollar, les caca machin, tout ça. Mais ils s'en vont là-bas. D'autres, ils reviennent là-bas, ils deviennent des sodomifiants, des prostituées. Vous allez vous prostituer, doté d'un pays aussi riche, où tout le monde entier vient se bagarrer. On crée des sections terroristes pour se disputer les biens du Cameroun. Mais toi, le fils du Cameroun, tu vas mourir dans les eaux de Lampedusa, où tu deviens prostitué dans ton propre pays, où tu deviens vendeur d'organes, vendeur, buveur de sang, ou je ne sais pas trop, vendeur d'ossements humains, ou sodomifiant. Pour que tu puisses te trouver une place dans ton propre pays, le Cameroun. Parce que il y a une nouvelle génération qui est en train de naître. Leurs enfants sont des sous-préfets. Leurs enfants sont des préfets. Leurs enfants sont des officiers. Vous avez une génération de... J'ai 2000 vues, 2 millions de vues. Je suis dans les réseaux sociaux. Allez, machin, allez ici. J'ai les vues. Tu parles, on t'insulte. Voilà le résultat que ça donne. Pendant que vous faites ça, je vous le disais tous les jours, pendant que vous êtes dans les réseaux sociaux, ils sont là en train de positionner leurs enfants qui viendront vous commander demain. Si vous voulez le changement, ne cherchez pas le pouvoir. Parce que si vous cherchez le pouvoir, vous allez chercher celui de votre village. Il faut que ce soit Kanto, il faut que ce soit Chiroma. Entendez-vous? Vous trouvez quelqu'un chez vous dans la diaspora en France. Vous pouvez prendre ce pays-là en 72 heures. Vous le trouvez en Angleterre. Vous le trouvez n'importe où, même au Cameroun. Il y a des Camerounais qui veulent, et des Camerounais qui veulent le changement. Mais si vous vous neutralisez, tu te lèves le matin avec le nom de Biti, tu te broches, non, c'est de Biti là, sauf que partir. Tu te lèves le matin avec le nom de Bamileke, Gypsy, ils font les terrains ici, ils vont sauf que partir. Vous n'allez aller nulle part. Vous n'irez nulle part avec ça. Vous serez, et nous serons gouvernés par demain un jour les Libanais dans ce pays-là. Je vous dis la vérité. Et si nous laissons ça passer, ici, là, nous sommes des étrangers. Ici, dans ce pays. En France, quel que soit le passeport que tu auras, tu seras toujours étranger. Donc, si tu es étranger ici, et tu es étranger aussi dans ton propre pays, le Cameroun, où les Libanais sont en train de s'implanter, dis-moi où tu iras. Tu vas être esclave comme tu l'es aujourd'hui. Et nous le sommes dans tout. Les Camerounais qui étaient les meilleurs dans la musique sont devenus des esclaves. Les meilleurs dans la sécurité sont devenus les derniers. Les meilleurs dans l'aviation sont devenus les derniers. Les pétroliers sont devenus ceux-là qui vivent des bons de carburant en échange des sodomifiants. Les responsables camerounais de notre pays, le Cameroun, sont là aujourd'hui, ne payent pas le courant, ne payent pas l'électricité, ne payent pas l'eau, ne payent pas le gaz, ne payent pas la voiture, ne payent même pas leur chauffeur parce qu'ils sont payés par l'État. Mais toi, tu vas soutenir ces gens-là. Alors que ton père est hospitalisé, ne peut pas se faire soigner. Et tu viens t'asseoir ici. Voilà les conséquences que nous voyons. Et ça a été comme ça tout le temps. Et dès que tu tentes de t'élever, c'est le Camerounais qui souffre, qui va venir t'attaquer à toi et qui va te tuer et qui va t'empoisonner. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire voilà les conséquences. Voilà les conséquences du manque de coordination et d'organisation. Ça nous conduit donc à ce que vous voyez là. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Et merci à cette publication. Et merci à tous les intervenants. Merci à Alain Foka. Et merci à toutes celles et ceux qui se battent pour le changement dans notre pays. Et merci à toutes celles et ceux qui nous apportent leur soutien, des conseils, et qui prient pour nous. Et qui prient pour toutes celles et ceux qui se battent au quotidien. Ce n'est pas évident. Parce que c'est pour ça que vous avez souvent constaté que je ne réponds pas aux gens qui peuvent nous attaquer dans les réseaux sociaux ou bien aux gens qui font parfois des commentaires désobligeants. Parce que je n'ai pas d'énergie à dépenser pour ça. Et je sais aussi que le diable peut prendre toutes les formes. Parce que tu ne verras jamais le diable avec les cornes sur la tête. Le diable se cache dans l'humain. Il faut tout simplement le nourrir. Et je ne laisserai jamais le mal occuper 1 centimètre de place de Dieu dans mon intérieur. Jamais. Parce que je sais que mon corps est le temple.
Mon corps est la terre. Mon corps est le paradis où siège et loge Ntizama. Je ne donne aucune occasion aux malins de bien s'installer. Non, jamais. Dès qu'il s'y aventure, il est rejeté tout de suite. Ce n'est pas évident de se lever chaque jour, parler aux gens que tu ne connais pas, avec lesquels tu partages la même souffrance, les mêmes mots, tous les jours. Bien évidemment, tu vas te faire attaquer, parce que si Jésus Christus, qui, selon les Saintes Écritures, moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu, parce que je sais qu'il est en moi. Il m'a créé à son image. Je te prends cette image-là pour que tu comprennes ce que je veux dire ici. Si Jésus Christus, qui est venu sur la terre, n'avait pas mon costume, le costume que tu vois là, Jésus n'a jamais porté de cravate. Non, jamais. Jamais de débardeur. Jésus n'avait pas, il ne connaissait pas les marques. Mais moi, je n'atteins pas la silhouette de Jésus. Je n'atteins rien. Je n'atteins pas son niveau. De Mohammed, je n'atteins pas. Même celle de mon propre père, je n'atteins pas. Mais Jésus a été tué sur cette terre. C'est pour ça que vous croyez en lui. Il a été tué, il n'était pas vendeur de terre. Jésus ne vendait pas les terres. Il a été tué parce qu'il est venu vous dire que vous avez trouvé toutes les richesses sur cette terre. Pour cela, quand tu as pour 1, tu as pour 10. Partage. Partage. Il a multiplié le pain pour te donner l'esprit du partage. C'est symbolique. Il a sorti le poisson pour te donner l'esprit du partage. Il a fait avec la pomme l'esprit du partage. Le premier geste que toute maman partage avec son enfant, c'est le partage. Et quand elle te donne un petit bout de pain, elle te tend la main que donne-moi aussi. Et t'apprends à partager. Donne aussi à l'autre. Va donner à l'autre. Elle te sert et dit non, mange avec les autres. Va appeler ta soeur. Va appeler la fille de maman Agnès. Va appeler Catherine. Vous mangez ensemble. Le premier geste que ta maman t'apprend, elle fait tout pour te voir sourire. Elle te fait des petits ma petite, comment tu... Pour te voir sourire. Pour te partager la gaieté et la bonne humeur. Comment fais-tu pour être mesquin, triste, avec un esprit d'aigreur, de méchanceté? Tu as toujours envie de débiter tout ce qui est mauvais. Comment fais-tu pour avoir, alors que ta mère t'a doté de tout pour vivre sur cette terre? Tu as vu quand tu es né, ce que tes tantes t'ont amené? Tu es arrivé, tu n'avais rien. Comme disaient certains de mes frères, ni comme le vase, ni comme le ver de terre. Tu as trouvé des beaux vêtements blancs, des beaux vêtements bleus. Tu as trouvé des beaux vêtements roses, les chaussettes. Tu as trouvé un beau lit, les draps étaient blancs, on s'occupait de toi. Tout ce que tu as ramené, c'était des cris, les caca et les urines. Voilà tout ce que tu as ramené avec toi. Et c'est symbolique ce que je dis là. Les cris, c'est-à-dire les pleurs, les caca et les urines. Et c'est la seule chose avec lesquelles, c'est les seules choses avec lesquelles tu partiras. Les derniers cris, la dernière parole, ce que tu as dans le ventre et les urines que tu n'as pas lâchées. Et tu arrives en plein jour, tu insultes celui qui t'a donné le nom. Tu viens sans nom. Tu insultes celle qui t'a lavé. Tu es sorti, tu avais la boisson de la vie autour de toi. Le liquide de la vie, le sang, l'eau. Il a fallu qu'on te nettoie. Mais celle-là, tu te lèves et tu l'insultes. Tes frères et sœurs qui t'ont lavé, tu les insultes. La maman chez qui tes voisins, la maman te laissait souvent que les voisins te gardent quand elle allait au marché, tu les insultes. Tu es un vaurien. Tu ne représentes rien et tu ne représenteras jamais rien. Donc ne donnez pas l'occasion à qui que ce soit de venir vous manquer le respect et ne manquer le respect à personne. C'est pour ça que chaque fois que je me lève le matin, j'ai une pensée pour toutes celles de ceux qui sont nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, humains ou nature. Note bien cette phrase-là. Quand je me lève le matin, je dis merci en Ntizama. Et je remercie et je demande à Dieu de bénir mes ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus,
physique ou nature. Parce que tous les herbes que tu vois là, la terre, ce sont nos ancêtres. Sans eux là, nous ne sommes rien. Tous ceux qui sont morts humains, les Andriens, grands-parents, sans eux, nous ne sommes rien. Il faut toujours être reconnaissant de ces ancêtres-là. Alors quand tu parles du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, il faut boire de l'eau. Parce que si tu ne bois pas de l'eau, tu t'exposes à 3 mots. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez état. La meilleure boisson, l'eau là. Buvez de l'eau. Alors, une pensée à toutes celles de ceux qui ont le courage de parler tous les jours. Je voudrais dire ici à Ngongo Ferdinand, cher aîné, cher grand frère, je n'ai aucune détestation de ta personne. Aucune. Mais je suis convaincu que si nous nous étions associés, tu porterais aujourd'hui un autre adjectif qualificatif que celui qu'on te donne aujourd'hui. Pendant ton séjour au secrétariat, tu as fait beaucoup de choses. Tu as rendu des services à des personnes. Mais tu n'as pas rendu assez de services à l'État, à la réforme étatique. Pendant que tu étais là, tu te rappelles que je vous dis ça pour saluer l'action de ceux qui parlent et ceux qui reçoivent. Et de ceux qu'ils reçoivent comme attaque. En ce moment, monsieur le secrétaire général, nous sommes en hiver. Les ambassades n'ont pas de chauffage. Certains responsables tombent malades. J'ai passé toute ma vie aux États-Unis à dénoncer certaines imperfections, certaines choses mal faites dans nos diplomaties, dans nos missions diplomatiques, dans nos ambassades et nos chancelleries. J'ai passé mon temps à faire que ça, à dénoncer ces comportements, à dénoncer ces choses-là, jusqu'aujourd'hui. Ceux qui travaillent dans les ambassades ont des problèmes de salaire, ont des problèmes de logement, ont des problèmes d'encadrement, ont des problèmes d'eau, d'électricité, ont des problèmes d'assurance. Il suffit de penser. Vous dire ça, ce n'est pas vous détester. Vous sollicitez les gens à qui vous donnez des études. Sollicitez les Camerounais qui vous disent ce qui ne va pas, comment faire pour reformer notre diplomatie. En Italie, les maisons achetées par moi de sont abandonnées. Quand tu sortiras de là et tu feras le bilan et quand tu verras les autres faire demain, tu diras qu'il t'a manqué quoi, cher grand frère. Je ne te déteste pas. Je ne déteste personne. Mais nous sommes tous responsables de l'échec du président de la République. Je ne veux donc pas être responsable de sa mort, la mort du père Biya. Fais la différence entre le père et le président. La présidence, je n'ai absolument rien à cirer et je m'en fous éperdument. Royalement même. C'est une fonction. On peut vivre ça. En ce moment où je te parle, il n'y a pas le chauffage dans les missions. En ce moment où je te parle, il n'y a pas le chauffage dans les ambassades. C'est l'hiver, mon frère. C'est l'hiver. Comment faisons-nous? Il n'y a pas que là. Je ne veux pas parler à Mbela, parce que ce sont des gens qui sont tous à tabou. Je ne veux pas parler à celui qu'on appelle Mbayou. Ce sont des gens qui ont détruit le système des passeports, le système des timbres, tout le faux. Mbayou, Mbela. Voilà des gens qui accusent, demain vont accuser Paul Biya. Donc il y a les petits Issa Chiroma, là qui ne disent encore rien en attendant que Paul Biya meure. Vous allez entendre ce qui va se passer. D'autres vont écrire des dictionnaires, d'autres vont écrire des mots, d'autres vont écrire tout, posé sur la tête de Biya. Alors que nous sommes responsables. Qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Il nous a pas donné quoi? Moi, il m'a envoyé à l'école. Je suis parti. J'ai vu que je ne pouvais pas fonctionner comme ça. Je suis parti. Vous êtes restés jusqu'à présent pour mettre vos enfants sans diplôme là-bas. Et ça donne ce que ça donne là aujourd'hui. On passe tout le temps à nous insulter. On arrache les terres. On donne aux Libanais. On arrache les terres à nos propres parents. On donne aux Chinois. On arrache les terres. On donne aux étrangers. On remplace les trous par des creux. On remplace des sans diplôme par ceux qui n'ont même rien du tout. C'est-à-dire, il y a d'autres qui ont des faux diplômes. On les remplace par ceux qui n'ont même rien. D'autres vivent quand même avec le faux, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de faire le faux, même s'il a mal fait. Mais on le remplace par ceux qui n'ont rien. Et pour que le pays soit dirigé par des étrangers. Alors qu'il n'y a aucun pays au monde, je le dis en tapant la main sur la poitrine, il n'y a aucun pays là qui a l'expertise intellectuelle du peuple camerounais. Allez voir dans le Cameroun, nous sommes dirigés dans tous les domaines, ou presque, par les étrangers. Et je vais conclure par ici.
il y a une incongruité que j'ai trouvée très malheureuse, mais gravissime. C'est-à-dire, il y a quelques jours, le ministre du Commerce a publié un document dont on dit, voilà, si tu veux faire des affaires dans l'import-export, voilà ce que tu dois produire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'à l'époque, ce secteur était réservé à mes compatriotes de l'Ouest. Ce que je conclus cette publication avec est la conséquence, ou bien ce qui a été dit au début est la conséquence de ce que je vous dis là, ou ce que je vous dis ici est la conséquence de ce que nous vivons au début. On vous dit donc que la Chambre de commerce, le ministère du Commerce avait certains pans qui étaient destinés aux enfants de l'Ouest. Très bien. Et ces enfants de l'Ouest, pour ceux qui font des affaires, ne payent pas des impôts. Très bien. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient aller aux impôts, chaque fois que le RDPC, Kissinger, Sylvestre, va déposer 350 millions, 500 millions, 1 milliard. Mais les petits Nanga, ou les gens qui ont donné les papiers à ce monsieur-là d'être le seul et unique homme d'affaires qui importe le poisson au Cameroun, prennent l'argent qui devait aller aux impôts, mettent de côté, vont dans leur réunion ECAN, dire aux ECAN que comme vous voyez là, ce monsieur-là a été dans la taxe. Donc dès qu'il y a quelque chose, attaquez-vous à lui. Mais les mêmes personnes qui viennent vous donner des cartes pour s'attaquer à Sylvestre Kissinger, ce sont les mêmes personnes qui vous ont empêché d'avoir les mêmes chances ou même les mêmes opportunités que Sylvestre Kissinger. Ce sont vos frères et camps, ce sont mes parents, c'est-à-dire Mbarga Odjoui. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. C'est-à-dire, il y a un pan du commerce au Camerounais. On vous dit que c'est l'exclusivité de mes frères de l'Ouest. Et ces frères de l'Ouest-là, on les oppose aux frères du Sud et des autres régions. Et ces frères des autres régions, ceux-là qu'on utilise pour attaquer les frères de l'Ouest. Vous luttez ici en bas. Les frères de l'Ouest donnent l'argent aux frères du Sud qui sont aux affaires. Pour se protéger, ne payez pas les taxes. Vous souffrez, même si vous augmentez les tarifs, les poissons, ils vendent les poissons pourris, on augmente les bananes, on augmente tout ce que vous voulez. Ça ne dérange pas Mbargo Djoui. Ça ne dérange pas les petits bonanga qui sont aux affaires. C'est leur pacte qu'ils ont signé. Mais si en bas, toi, tu ne connais pas ça. Mais vous luttez ensemble ici. Vous vous bagarrez. Et quand les Bamileke ont des problèmes, ceux qui ont permis cet avantage-là aux Bamileke vont dire à leurs frères et quand, allez vous attaquer à eux, cela. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils font. Pendant que vous luttez ici, Nganou Djoumessi, avec Monté, avec Mbargo Djoui, ils se voient, ils boivent. Vous luttez ici en bas. Bamileke Biti dans la même sauce. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul Camerounais. Des parents matériellement, moins nantis, qui sont entrés à l'ENAM, ou bien qui ont eu un poste quelque part sans rien donner en contrepartie. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ils sont donc très peu comme nous autres. Moi qui suis sorti de là, formé par l'État, et j'ai dit au président, je n'en peux plus, je préfère aller te servir en étant à l'extérieur. Parce que parler ici, informer, sensibiliser, dénoncer, nous sommes tous au service de l'État. Tous ceux qui parlent dans les télévisions, les médias, avec un discours cohérent et conséquent, servent la République à sensibiliser le peuple, à attirer l'attention du président et des membres du gouvernement, à dénoncer ce qui ne va pas, à attirer l'attention de ceux qui ne sont pas encore victimes. Donc nous sommes des serviteurs pour certains sans salaire, donc j'en fais partie, sans salaire, sans budget. Alors, je voudrais donc te dire cela. Quand j'ai suivi ça, qu'aujourd'hui, les petits bonangas sont maintenant prompts, vous pouvez aller déposer le dossier pour faire ceci, parce qu'avant, c'était l'exclusivité. C'était une insulte pour nous tous, y compris mes frères de l'Ouest. C'était une insulte pour nous tous, y compris les enfants du centre et du sud, et de tous les Camerounais. Voilà comment on les utilise. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'il y avait une exclusivité pour les enfants de l'Ouest. C'est aujourd'hui qu'ils nous font comprendre que les Français, avec une exclusivité d'avoir un terrain où on payait 1 franc symbolique par an depuis 1900, pour 90 ans ou 99 ans. Pourquoi ces gens font-ils ça?
Voilà donc les vrais ennemis de notre République, les gars. N'allons pas chercher ailleurs. Nous nous entretions pour rien. Nous nous entretions pour rien. Alors, ils ont donc fait ça depuis des années. Qu'est-ce qui a changé au Cameroun? La seule chose qui fait la une, ce sont des morts. C'est la pauvreté. La paupérisation rampante. Les emprisonnements, les maladies, les morts, les crimes. Les violences, les viols, les kidnappings, les rançons. Les enfants qui partent du Cameroun, ils vont vivre ailleurs, vont mourir dans les eaux de Lampedusa. C'est ça, voilà le résumé. Et pour revenir à ce que Allah Foucault disait, nous sommes riches, nous avons tout, mais nous sommes matériellement pauvres. Voilà les conséquences. C'est-à-dire, ceux qui sont capables de diriger l'armée, on se retrouve avec Atangandi, secrétaire général, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Atangandi n'a jamais été scout, nulle part. Même pas gardien de nuit. Je ne vous parle même pas d'une formation, on vous dit le service militaire qu'on peut donner à un fonctionnaire pour aller faire le service militaire. Mais alors que les enfants sont au quartier, capés, dotés d'une expertise pour sécuriser tout le Cameroun. Quand est-ce que vous aurez un Camerounais pour aller former les Chinois? Quand est-ce que vous aurez un Camerounais pour aller former Israël? Quand est-ce que vous aurez un Camerounais pour aller former en Russie? Alors que nous avons été formés par tout ce monde-là, on a accumulé un maximum de savoir pour venir former chez nous. Et quand on a fini comme ça, le Cameroun a dépensé de l'argent, on va encore prendre ces gens-là pour venir nous sécuriser. C'est-à-dire on dépense doublement. On a dépensé pour t'envoyer à l'école, on a dépensé pour te faire rentrer, on te paye, on a fait de tout pour toi. Et maintenant on fait venir ceux qui t'ont formé pour venir sécuriser ton pays. Il ne vient pas seul, il vient avec sa famille. Oui, ils sont des hommes d'affaires chez toi, ils gagnent de l'argent, mais toi tu es dans les réseaux sociaux, tu veux gagner de l'argent en insultant les autres, pendant que d'autres sont en train de piller ton sous-sol, l'or, le diamant, le gaz, le pétrole. Pendant ce temps, toi, tu es en train de mourir dans les eaux de Lampedusa, tu vis dans une forêt au Maroc, une brousse, ou alors en Espagne quelque part, où tu te fais tabasser là-bas en Tunisie ou en Turquie. Voilà le sort qui nous est réservé par nous-mêmes. Jusque-là, nous n'apprenons rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'insulter l'autre, alors que nous sommes tous dans le même sac. Yes, nous sommes tous dans le même sac. Alors tu devrais apprendre ça. Tu devrais apprendre au moins ça de moi. Je ne m'occupe pas de ce qui ne m'apporte rien. Parce que je sais qu'au fin fond de Kola, de mon atelier, de Bala, quand je parle ici, certains là-bas se reconnaissent dans ce que je dis. Parce qu'ils ont des problèmes. Alors qu'ils sont ceux-là dont on dit les bêtises, les étonnes, ce sont eux qui gardent Paul Biya au palais. Qu'est-ce que vous avez en contrepartie? Vous avez quoi en contrepartie? La souffrance? La souffrance, l'humiliation? Je ne sais pas. Nous sommes tous interdépendants. Il n'y a aucune région plus importante que d'autres. On peut laisser les petites intrigues comme ça et là, qui arrivent régulièrement au quartier, on peut raconter, mais au fond, là, mais à la base, nous sommes tous interdépendants. Nous ne sommes rien sans les autres. Rien sans les autres. Même celui qui t'enseigne à l'école, tu n'as pas toujours eu des enseignants de ton village dans ton université. Tu as quand même appris quelque chose. Tu as eu un chauffeur un jour qui t'a conduit, qui s'appelait Bion, qui s'appelait Ousmane, qui s'appelait Ateba, qui s'appelait Atangana, Onambele, qui s'appelait Bion, qui s'appelait Tchonke, qui s'appelait Ngacha. Je ne sais pas comment font certains pour avoir un esprit aussi en décalage avec la réalité. Je suis aux États-Unis, je vais détester un Camerounais aux États-Unis, sur une terre qui n'est pas la mienne, où nos parents se sont bâtis pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je viens dénoncer quelqu'un ici qui n'a pas de papier. Alors que chez moi, il y a des Libanais qui vivent, il y a des Italiens, il y a des Chinois qui vivent, il y a des Français qui vivent, il y a des Américains qui vivent. Le Cameroun est comme la Côte d'Ivoire pour les Africains. Et nous sommes comme ça au point de vue mondial. Toutes les communautés du monde sont représentées au Cameroun. C'est comme les États-Unis. Nous sommes accueillants. Mais nous sommes les seuls qui sont détestés par les autres et nous donnons le bâton aux autres de nous tabasser parce que nous nous détestons nous-mêmes entre nous. C'est pour ça que j'ai développé ce comportement depuis mon éducation, le partage, l'amour de l'autre, sans rien attendre en retour. Que tu aies, que tu n'aies pas, que tu sois, que tu n'aies, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'autre heureux? Je n'attends pas que tu me rendes heureux, parce que Dieu a déjà fait de moi un homme heureux. Regarde-moi, je me suis levé ce matin, j'implore le Tout-Puissant que je sois encore debout demain.
en santé, capable de me laver moi-même, de m'habiller, de manger un bout de pain et de boire mon eau produite par moi-même. Qu'est-ce que j'attends d'autre? C'est-à-dire ce que je demande à Dieu tous les matins, c'est de me donner la force d'être utile aux autres. Parce que lui, il est déjà utile à ma modeste personne. Qu'est-ce qu'il peut me donner de plus qui dépassera la santé, le souffle et la vie? Si tu ne les as pas, tu ne peux pas être bien. Donc capitalise ce que tu as pour être utile aux autres. C'est ce qui fait ma force. Je veux conclure ici en disant à certains parmi vous, soyez fiers de ce que vous êtes. Il ne faut pas se compromettre. Il ne faut jamais se compromettre. Je ne vais jamais supplier quelqu'un de me faire rentrer dans mes droits au Cameroun. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Ceux qui m'ont mis dans cette situation, d'autres ont perdu leurs propres enfants, n'est-ce pas? Moi, j'étais soldat. Je suis militaire de formation. D'autres dans cette armée-là, leurs enfants sont morts. Que leurs âmes se reposent en paix, ils n'ont rien demandé pour. Personne n'est né pour mourir aussi jeune. Mais la vie est faite ici. Ceux-là qui m'ont imposé cette situation, leurs enfants, certains sont des cancres. Certains sont allés en retraite et pensaient aller avec la République et l'armée posée sur leur tête. D'autres sont décédés. Je suis convaincu que si ce n'est pas moi, demain, mes enfants seront quelque chose et ils retiendront quelque chose dans ce que je dis ici. Parce que j'en ai tellement fait beaucoup d'enfants parmi vous qui sont devenus des lanceurs d'alerte. Parce que moi, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un activiste. Je suis un Camerounais tout simplement indigné. Et qui s'est indigné depuis très longtemps pour réveiller vos consciences. Que je prends aujourd'hui à témoin. Je veux remercier ceux qui retiennent quand même ce nom-là de temps en temps, m'appellent, me disent vraiment, grand frère Nouma, nous sommes au gardez-vous. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de parler. Certains sont dans la diaspora. Donc je voudrais te le dire, ne te fais pas compromettre. Ceux qui sont aux affaires, beaucoup d'entre vous iront en prison. Ceux qui sont aux affaires, pendant que vous y êtes, pensez s'il y a possibilité, si vous avez encore le temps, à réconcilier les Camerounais. Je sais que certains d'entre vous vont fuir. Il n'est jamais trop tard. Il faut se rattraper. Je voudrais donc dire ici au grand frère Ferdinand Ngongo, je n'ai rien contre ta personne. J'ai tout simplement à te dire ce qui n'a pas marché. Et que tu avais les possibilités de le faire. Dans la diaspora, pas d'impact. Dans les chancelleries, pas d'impact. Nous ne voyons que des enfants que vous envoyez, telle est affectée, telle est la copine de Ngongo, telle est la copine de Ngongo, telle est la fille, telle est la copine de sa copine, telle est la... C'est tout ce que nous voyons partout dans les chancelleries. De New York à Washington DC, en Suisse, en France, un peu partout. On voit le même désordre dans les sociétés camerounaises. Codco, Sonara, CHTP, whatever, CHP, c'est partout. Pour quel intérêt? Pour le plaisir individuel? Les conséquences sont dramatiques et tragiques. Et qui est sur le banc des accusés? C'est celui-là que tu as appelé Paul Biya, qui t'a donné tout ça. C'est celui-là que tu as exposé avec sa femme. Alors, j'ai dit à Landry ce matin, personne de tout ce monde que je viens de citer là ne peut sauver Chantal Biya. Personne ne peut la protéger parce qu'elle est une cible pour eux à abattre. Souvenez-vous comment on a jeté les affaires de la femme d'Idriss Déby dehors. Tous ces gens-là n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de pouvoir. Mais ils ne peuvent pas gérer parce que ce n'est pas dans leur ADN, la gestion. La plupart d'entre eux ont le vol dans l'ADN. Parce que vous avez tout eu. Et vous avez laissé notre papa avec les fesses dans l'eau, les fesses dans la boue, dans la poubelle. C'est comme ça que vous avez souillé le président. Et vous voulez que nous soyons tous dans le même plat? Non. Tous les Camerounais ne sont pas maîtres dans le même plat, ne sont pas victimes de la même situation. Tous les Camerounais ne seront pas comptables de vos comportements. Chacun d'entre vous assumera ce qu'il a fait le moment venu. Donc je ne veux pas ici porter la veste de quelqu'un parce que je suis Betty, je suis un gars étonne, alors je porte le malheur de tous les étonnes. Alors ces étonnes-là, qui étaient aux affaires, ont fait quoi pour arranger